Au moment où l'épidémie de supergrippe touchait à sa fin, une deuxième épidémie se déclara, qui dura environ 15 jours. Elle fut particulièrement virulente dans les sociétés technologiquement développées, comme les États-Unis, moins dans les pays sous-développés, comme le Pérou ou le Sénégal. Aux États-Unis, la seconde épidémie emporta environ 16% de ceux qui avaient survécu à la supergrippe. Au Pérou et au Sénégal, pas plus de 3%. On ne crut pas utile de lui donner un nom, car les symptômes étaient extrêmement variables d'une personne à l'autre. Un sociologue comme Glenn Batman aurait pu la baptiser mort naturelle. Dans un sens strictement darwinien, ce fut le coup de grâce, le plus féroce de tous, auraient pu dire certains. Sam Tauber avait 5 ans et demi. Sa mère était morte le 24 juin à l'hôpital général de Murfreesboro, en Géorgie. Le 25, son père et sa petite sœur de 2 ans, April, étaient morts eux aussi. Le 27 juin, son frère aîné, Mike, était mort à son tour, si bien que Sam était resté tout seul. Sam était en état de choc depuis la mort de sa mère. Il errait dans les rues de Murfreesboro, mangeait quand il avait faim, pleurait parfois. Au bout d'un moment, il avait cessé de pleurer, puisque pleurer ne servait à rien. Sa maman, son papa, sa petite sœur, son grand frère ne revenaient toujours pas quand il pleurait. La nuit, il faisait d'horribles cauchemars. Papa, April et Mike mouraient encore, le visage enflé, noir, un terrible bruit de crécelle dans leur poitrine, étouffé dans leur morve. À 10h moins le quart, le matin du 2 juillet, Sam s'enfonça dans un forêt de mûriers sauvages, derrière la maison de Hattie Reynolds. Hagard, les yeux vides, il zigzaguait entre les buissons presque 2 fois plus grands que lui, cueillant des mûres, se barbouillant les lèvres et le menton du jus noir des petits fruits. Les épines déchiraient ses vêtements, et parfois lui égratignaient la peau, mais il s'en rendait à peine compte. Des abeilles bourdonnaient paresseusement autour de lui. Il ne vit pas les vieilles planches pourries qui recouvraient le puits, à moitié enfouies au milieu des hautes herbes et des buissons. Elles cédèrent sous son poids, et Sam fit une chute de plus de 6 mètres, jusqu'au fond tapissé de pierres où il n'y avait pas d'eau. Il se cassa les 2 jambes. Il mourut 20 heures plus tard, de peur, de douleur, de faim, de déshydratation. Irma Fayette vivait à Lodi en Californie. C'était une demoiselle très convenable de 26 ans, parfaitement vierge, hantée par la peur de se faire violer. Sa vie n'avait été qu'un long cauchemar depuis le 23 juin, quand les pillards s'étaient emparés de la ville et qu'il n'y avait plus un seul policier pour les arrêter. Irma habitait une petite maison dans une rue tranquille. Sa mère y avait vécu avec elle jusqu'à ce qu'une attaque l'emporte en 1985. Quand le pillage avait commencé, avec des coups de feu, le bruit terrifiant de ces ivrognes qui fonçaient à toute vitesse sur leur moto, Irma avait fermé à clé toutes les portes et s'était réfugiée dans la petite chambre aménagée au sous-sol. Depuis, elle remontait de temps en temps au rez-de-chaussée, furtive comme une souris, pour manger quelque chose ou faire ses besoins. Irma n'aimait pas les gens. Si tous les habitants de la Terre étaient morts, sauf elle, elle aurait été parfaitement heureuse. Mais ce n'était pas le cas. Hier encore, alors qu'elle commençait à espérer qu'il ne restait plus personne à Lodi sauf elle, elle avait vu un sale ivrogne, un hippie en t-shirt, et sur son t-shirt on pouvait lire « J'ai renoncé 5 minutes au sexe et à l'alcool, j'ai bien failli en crever ». L'homme se promenait dans la rue avec une bouteille de whisky à la main, une casquette crasseuse, de longs cheveux blonds qui lui tombaient jusqu'aux épaules. Passé sous la ceinture de ses jeans très serrés, un pistolet. Bien caché derrière un rideau, Irma l'avait suivi des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse. Puis elle avait filé au sous-sol où elle s'était barricadée dans la petite chambre, comme si elle venait d'échapper à quelque maléfice. Ils n'étaient pas tous morts. S'il restait un hippie, il y en avait d'autres. Et tous étaient des violeurs. Ils allaient la violer, elle. Tôt ou tard, ils allaient la trouver et la violer. Ce matin, avant que le jour se lève, elles étaient montées sur la pointe des pieds au grenier, où les maigres possessions de son père étaient rangées dans des boîtes de carton. Son père était dans la marine marchande. Il avait abandonné la mère d'Irma à la fin des années 60. Sa mère lui avait tout raconté sans rien lui cacher. Son père était une brute. Il se saoulait, et quand il était saoul, il voulait la violer. Tous les hommes étaient pareils. Quand vous vous mariez, l'homme a le droit de vous violer quand il veut, même pendant la journée. La mère d'Irma résumait toujours en 4 mots l'abandon de son mari. Ces mêmes 4 mots que sa fille aurait volontiers utilisés à propos de la mort de pratiquement tous les hommes, femmes et enfants de la Terre. Pas une grande perte. La plupart des boîtes ne contenaient que des babioles rapportées des ports étrangers. Souvenirs de Hong Kong, souvenirs de Saigon, souvenirs de Copenhague. Il y avait aussi un album de photos. La plupart montraient son père sur son bateau, parfois souriant devant l'objectif, tenant par les épaules ses camarades, des brutes épaisses aussi. Et là où il se terrait maintenant, il avait sans doute attrapé cette maladie qu'on appelait par ici le grand voyage.
Pas une grande perte. Mais il y avait aussi un coffret de bois aux charnières dorées, et dans ce coffret un pistolet, un 45. Il était couché sur un petit coussin de velours rouge, et dans un compartiment secret, sous le velours rouge, il y avait quelques balles. Elles étaient couvertes de verre de gris, mais Irma pensait qu'elles fonctionneraient quand même. Après tout, les balles sont en métal. Elles ne moisissent pas, comme le fromage. Elle chercha le pistolet à la lumière de l'unique ampoule du grenier, enveloppée de toiles d'araignée, puis descendit prendre son petit déjeuner à la cuisine. Non, elle n'allait plus se cacher comme une souris dans son trou. Elle était armée. Les violeurs n'avaient plus qu'à bien se tenir. L'après-midi, elle sortit une chaise et s'installa devant la porte d'entrée pour lire son livre. Un livre qui s'intitulait « Satan, maître de la planète Terre ». Une histoire macabre, mais plutôt amusante. Les pécheurs et les ingrats avaient reçu leur juste punition, comme l'annonçait le livre. Ils étaient tous morts, sauf quelques hippies qui cherchaient des femmes pour les violer, mais elle saurait quoi faire s'ils venaient par ici. Le pistolet était à côté d'elle. À 2 heures, l'homme aux cheveux blonds revint. Il était tellement saoul qu'il tenait à peine debout. Il vit Irma et son visage s'illumina. Sans doute se félicitait-il de la chance qu'il avait de découvrir enfin une souris. La terreur assombrit son visage quand il vit Irma poser son livre et braquer sur lui le 45. Irma appuya sur la détente. Le pistolet explosa, la tuant sur le coup. Pas une grande perte. George McDougall vivait à Nyack, dans l'État de New York. Il enseignait les mathématiques au lycée et s'était fait une spécialité des cas difficiles. Lui et sa femme étaient des catholiques pratiquants. Harriet McDougall lui avait donné 11 enfants, 9 garçons et 2 filles. Entre le 22 juin, quand son fils de 9 ans, Jeff, avait succombé à ce qu'on avait alors diagnostiqué comme une grippe compliquée de pneumonie, et le 29 juin, quand sa fille Patricia, âgée de 16 ans, mon Dieu, elle était si jeune et si jolie, avait succombé à ce que tout le monde, ceux qui restaient, appelait maintenant l'étrangleuse, il avait vu s'en aller les 12 personnes qu'il aimait le plus au monde, alors que lui était en parfaite santé, et se sentait en pleine forme. Au lycée, il avait souvent dit pour plaisanter qu'il était incapable de se souvenir du nom de tous ses enfants, mais l'ordre de leur disparition était maintenant gravé dans sa mémoire. Jeff, le 22, Marty et Helen, le 23, sa femme Harriet, Bill, George, Robert et Stan, le 24, Richard, le 25, Danny, le 27, Frank, le petit de 3 ans, le 28 et finalement Pat. Pat qui semblait pourtant aller de mieux en mieux jusqu'à la fin. George avait cru qu'il allait devenir fou. Il s'était mis à faire du jogging 10 ans plus tôt sur les conseils de son médecin. Il ne jouait pas au tennis, pas davantage au handball, payait un enfant, un des siens naturellement, pour tondre la pelouse et généralement se rendait en voiture au supermarché du coin quand Harriet avait besoin d'un pain. « Vous prenez du poids », lui avait dit le docteur Warner. « Vous commencez à avoir une vraie bouée de sauvetage. Ce n'est pas bon pour le cœur. Vous devriez faire du jogging. » Il s'était donc acheté un survêtement et s'était mis à faire du jogging tous les soirs, pas beaucoup au début, puis de plus en plus longtemps. Les premiers temps, il se sentait mal à l'aise, sûr que les voisins se tapaient le front, roulaient des yeux en le voyant. Et puis 2 ou 3 types qu'il avait vus courir en arrosant leur pelouse étaient venus lui demander s'ils pouvaient se joindre à lui. À plusieurs, on avait sans doute la moins ridicule. Ensuite, les 2 aînés de George étaient venus grossir le groupe, et cette équipe de joggers était devenue familière dans le quartier. Maintenant qu'il ne restait plus personne, il continuait à faire son jogging. Tous les jours, pendant des heures. Ce n'était qu'en courant, en se concentrant uniquement sur le bruit de ses tennis sur le trottoir, sur le balancement de ses bras, sur sa respiration sifflante mais régulière, qu'il oubliait cette impression d'être au bord de la folie. Il ne se suiciderait pas, car un catholique pratiquant sait que le suicide est un péché mortel, et que Dieu avait dû l'épargner pour une raison particulière. Il courait donc. Hier, il avait couru près de 6 heures, jusqu'à manquer de souffle, jusqu'à l'épuisement. Il n'était plus tout jeune à 51 ans, et il se rendait bien compte que courir autant n'était peut-être pas très bon pour lui. Mais c'était aussi la seule chose qui puisse encore lui faire du bien. Il s'était donc levé ce matin au petit jour, après une nuit pratiquement blanche. L'idée qui dansait perpétuellement dans sa tête était celle-ci. Jeff, Marty, Helen, Harriet, Bill, George, Robert, Stanley, Richard, Danny, Frank, Patty, et je croyais qu'elle allait mieux. Avait enfilé son survêtement. Il était sorti et s'était mis à courir dans les rues désertes de Nyack. Parfois ses pieds écrasaient des débris de verre. Une fois, il sauta par-dessus un téléviseur jeté sur le trottoir. L'écran avait explosé. Il était sorti du quartier résidentiel où tous les rideaux étaient tirés, avait vu les épaves de ces 3 voitures qui s'étaient rentrées dedans au coin de la grande rue. Au début, il avait pris sa foulée de jogging, mais bientôt, il avait dû courir de plus en plus vite pour s'empêcher de penser. Plus vite, de plus en plus vite. Finalement, un vrai sprint. Un homme de 51 ans aux cheveux gris, survêtement gris, tennis blanc, fuyant dans les rues vides comme si tous les démons de l'enfer l'avaient pourchassé. À 11h15, ce fut l'infarctus du myocarde, massif. Il tomba raide mort à l'angle des rues Oak and Pine, près d'une bouche d'incendie.
L'expression de son visage ressemblait fort à de la gratitude. Madame Eileen Drummond de Clewiston, en Floride, se saoula un bon coup au peppermint de Kuiper dans l'après-midi du 2 juillet. Elle voulait se saouler parce que ainsi elle ne penserait plus à sa famille, et le peppermint était le seul alcool qu'elle puisse avaler. La veille, elle avait trouvé un petit sachet de plastique plein de marijuana dans la chambre de sa fille de 16 ans, et elle avait réussi à s'envoyer en l'air, ce qui apparemment n'avait fait qu'empirer les choses. Elle était restée assise dans son salon tout l'après-midi, complètement dans les vapes, en train de pleurer sous son album de photos. Cet après-midi, elle but donc toute une bouteille de peppermint, eut très mal au cœur, vomit dans la salle de bain, puis alla se coucher, alluma une cigarette, s'endormit, fit brûler sa maison de fond en comble, et n'eut ainsi plus jamais à penser. Jamais. Le vent s'était levé, et elle mit donc aussi le feu au reste de Clewiston. Pas une grande perte. Arthur Simpson vivait à Reno, dans le Nevada. Dans l'après-midi du 29, après s'être baigné dans le lac Tahoe, il marcha sur un clou rouillé. Le pied se gangréna. Arthur comprit ce qui se passait à l'odeur et décida de l'amputer. Au beau milieu de l'opération, il perdit connaissance et mourut au bout de son sang à l'entrée du casino de Toby Harrah, où il avait tenté de pratiquer l'opération. À Swanville, dans le Maine, une fillette de 10 ans, Candice Moran, tomba de sa bicyclette et mourut d'une fracture du crâne. Milton Kraslow, éleveur de Hardin County, Nouveau-Mexique, se fit mordre par un serpent à sonnette et mourut une demi-heure plus tard. À Milltown, au Kentucky, Judy Horton était très contente de la tournure que prenaient les événements. Judy, 17 ans, était bien faite de sa personne. 2 ans plus tôt, elle avait commis 2 graves erreurs. Elle s'était laissée engrosser, et elle avait laissé ses parents la convaincre de se marier avec le responsable, un bigleux qui faisait ses études d'ingénieur. À 15 ans, elle avait été flattée qu'un étudiant l'invite à sortir, même s'il n'était qu'en première année. Mais jamais, au grand jamais, elle n'arriverait à se souvenir pourquoi elle avait laissé ce Waldo Horton, quel nom dégueulasse, en arriver à ses fins avec elle. Et s'il fallait qu'elle se fasse engrosser, pourquoi diable par celui-là? Judy avait également laissé Steve Phillips et Mark Collins en arriver à leur fin avec elle. Tous les deux faisaient partie de l'équipe de football du collège de Milltown, les Milton Cougars pour être exact, remplant-plan pour les chairs bleus et blancs, et elle était une des majorettes de l'équipe. Il faut dire que si ce pauvre vieux Waldo Horton, quel nom dégueulasse, n'avait pas été là, elle aurait défilé en tête des majorettes dès sa première année, les doigts dans le nez. Pour en revenir au sujet, Steve ou Mark auraient fait des maris plus acceptables. Tous les deux étaient plutôt bien foutus, et Mark avait des cheveux blonds, très longs comme ça, à tomber par terre. Mais c'était Waldo, ça ne pouvait être que Waldo. Elle n'avait eu qu'à consulter son agenda et faire ses petits calculs. Et si le bébé était né tout de suite, elle n'aurait même pas eu à compter, car le bébé lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Dégueulasse. Pendant 2 longues années, elle avait donc dû turbiner, sale petit boulot dans les fast-foods et les motels, pendant que Waldo terminait ses études. Au point qu'elle avait fini par détester les études de Waldo, encore plus que le bébé, encore plus que Waldo. S'il voulait tellement une famille, pourquoi ne se trouvait-il pas du travail? Elle l'avait bien fait, elle. Mais ses parents à elle, et les siens à lui, ne voulaient rien savoir. Sans eux, Judy aurait certainement pu le baratiner. Elle lui aurait fait donner sa parole avant de lui permettre de la toucher au doigt. Mais les 4 vieux n'arrêtaient pas de fourrer leur nez partout. Oh, Judy, tout ira tellement mieux quand Waldo se trouvera un bon poste. Oh, Judy, tout irait tellement mieux si on le voyait plus souvent à l'église. Oh, Judy, bouffe de la merde et continue à sourire tant que tu l'auras pas avalé. Tant que tu n'auras pas tout avalé. Et puis la super grippe était arrivée. La solution de tous ses problèmes. Ses parents étaient morts, son petit garçon, Petey, était mort. C'était un peu triste, mais elle s'était consolée au bout de 2 jours. Puis les parents de Waldo étaient morts, et finalement, Waldo lui-même était mort. Enfin libre. L'idée qu'elle puisse elle aussi mourir ne lui avait jamais traversé l'esprit, et de fait, elle n'était pas morte. Ils habitaient un immense appartement un peu délabré au centre de Milltown. Ce qui avait convaincu Waldo de louer ce logement, Judy n'avait pas eu son mot à dire bien entendu, c'était la grande chambre froide du sous-sol. Il s'était installé en septembre 1988. L'appartement était au 3e étage, et qui devait toujours aller chercher les rôtis et les steaks dans la chambre froide? Bravo, vous avez gagné. Waldo et Petey étaient morts dans l'appartement. Les hôpitaux refusaient tout le monde, sauf les gros bonnets, et les pompes funèbres n'avaient plus de place. Sales endroits de toute façon. Judy n'y aurait jamais mis les pieds, mais l'électricité fonctionnait toujours. Elle les avait donc installés dans la chambre froide, au sous-sol. Il n'y avait plus d'électricité à Milltown depuis 3 jours, mais il faisait encore relativement frais dans la chambre froide. Judy le savait, parce qu'elle allait jeter un coup d'œil sur les 2 cadavres 3 ou 4 fois par jour. Simplement pour voir. Quoi d'autre? Sûrement pas pour se frotter les mains en les regardant, quand même. Elle descendit dans l'après-midi du 2 juillet,
et oublia de mettre la cale de caoutchouc pour coincer la porte de la chambre froide. La porte se referma derrière elle. C'est alors qu'elle remarqua, après 2 années de constantes allées et venues, qu'il n'y avait pas de poignée intérieure sur la porte de la chambre froide. Il y faisait peut-être trop chaud pour geler, mais pas trop froid pour crever de faim, si bien que Judy Horton mourut finalement en compagnie de son fils et de son mari. Jim Lee, de Hattiesburg dans le Mississippi, brancha toutes les prises électriques de sa maison sur une génératrice à essence, puis s'électrocuta en essayant de la mettre en marche. Richard Hoggins, un jeune noir, avait vécu toute sa vie à Détroit, dans le Michigan. Depuis 5 ans, il avait pris goût à une fine poudre blanche qu'il appelait Héros. Pendant l'épidémie de supergrippe, il avait souffert de symptômes aigus de sevrage, tous les pêcheurs et consommateurs qu'il connaissait étant morts ou partis. En ce bel après-midi d'été, il était assis en haut d'un escalier jonché d'ordures, une bouteille tiède de 7-Up à la main, pensant qu'une picouse, une seule petite picouse ne lui ferait pas de mal. Il pensait aussi à Ali McFarlane, à ce qu'on disait sur lui dans la rue, juste avant le grand merdier. Les gens disaient que le brave Ali, le 3e dealer de Détroit, venait de recevoir de la bonne camelote. Tout allait baigner dans l'huile maintenant. Plus de cette merde brune. China White, tout le bazar. Richie ne savait pas exactement où McFarlane aurait pu stocker une aussi grosse commande. Il valait mieux ne pas savoir ces choses-là. Mais il avait entendu dire plusieurs fois que, si les flics arrivaient à se faire donner un mandat de perquisition pour la maison de grosse pointe qu'Ali avait achetée pour son grand-oncle, Ali resterait en cabane jusqu'à ce que les poules aient des dents. Richie décida donc d'aller se promener du côté de Grosse Pointe. Après tout, il n'avait rien d'autre à faire. Il trouva l'adresse d'un certain Erin D. McFarlane dans l'annuaire et se mit en route. Il faisait presque nuit lorsqu'il arriva là-bas. Il avait mal aux pieds. Il n'essaya plus de se dire qu'il s'agissait d'une simple promenade de santé. Non, il voulait se piquer, et vite. La propriété était entourée d'un grand mur de pierre. Richie l'escalada comme une ombre, ce qui ne lui était pas très difficile dans le noir, s'entaillant les mains sur les tessons de bouteilles qui garnissaient le sommet. Lorsqu'il cassa une vitre, une alarme se mit à hurler. Il était déjà rendu au milieu de la pelouse lorsqu'il se souvint que les flics ne risquaient pas de se pointer. Il rebroussa donc chemin, fort nerveux, trempé de sueur. L'électricité était coupée et il y avait facilement 20 pièces dans cette foutue maison. Il allait devoir attendre jusqu'au lendemain pour regarder partout. Et il lui faudrait encore 3 bonnes semaines pour tout mettre à l'envers et trouver ce qu'il cherchait. À supposer que la camelote soit là. Nom de Dieu, quelle merde, c'est foutu. Mais au moins, il allait jeter un coup d'œil dans les cachettes classiques. Dans la salle de bain du premier, il découvrit 12 gros sacs de plastique remplis à craquer de poudre blanche. Ils étaient cachés dans le réservoir des WC, un truc vieux comme le monde. Richie les regarda, malade d'envie, pensant vaguement qu'Ali avait dû graisser pas mal de pattes s'il pouvait se permettre de laisser tout son stock dans un réservoir de chiottes. Il y avait assez de camelote là-dedans pour qu'un homme fasse cuit-cuit jusqu'au 36e siècle au moins. Il emporta un sac dans la chambre principale et l'ouvrit sur le couvre-lit. Ses mains tremblaient quand il sortit ses ustensiles et se mit au travail. Il n'eut jamais l'idée de se demander si la farine était coupée. Dans la rue, Richie n'avait jamais trouvé plus costaud que du 12%. Et cette fois-là, il s'était endormi d'un sommeil si profond qu'il aurait plutôt fallu parler de coma. Ni une ni deux. Bang! Et il était parti. Trou noir. Il se piqua au-dessus du coude et poussa le piston de sa burette. C'était du 96%, ou presque. Une locomotive lancée à toute vitesse. Rush presque instantané. Richie tomba sur le sac d'héroïne, enfarinant le devant de sa chemise. 6 minutes plus tard, il était mort. Pas une grande perte. Le fléau, Stephen King.